si vous avez des questions, je pourrais vous répondre après. Juste une petite question, qui dans cette salle a participé jusqu'en 2010 aux réunions du réseau coupure de combustible? Ou qui en a, on va déjà faire ça. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non, il y en a peut-être. Ah, non. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce réseau parmi vous? Enfin, qui ont entendu parler, donc des pastoralistes. Okay, super. Ah non, par ici aussi. Donc peu de monde dans cette salle. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ce partenariat. En fait, dans les années 70, suite au grand feu dans les Maures et dans le sud de la France, a été et parallèlement à une politique qui a commencé de stratégie d'aménagement des massifs pour les protéger contre les incendies, il y a une réflexion en fait de croiser à l'époque entretien avec le pastoralisme, avec des éleveurs et sur ces coupures. Et en fait, ce réseau a pris de l'ampleur et ça a vraiment été un partenariat qui a fonctionné en mobilisant les pastoralistes, les services de lutte, les gestionnaires d'aménagement forestier contre les incendies, et les éleveurs pour travailler ensemble à protéger les massifs. Donc c'est le réseau qui s'appelait Coupure de combustible, qui a été actif de 1992 à environ 2010, où en fait dans ce réseau, donc les membres participants on fait des suivis expérimentaux sur des coupures de combustible et avec des rétex après chaque incendie. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir des résultats, donc de comment diminuer la biomasse combustible sur ces ouvrages par l'entretien, par le pastoralisme et aussi par l'aménagement global du territoire. Donc il y a eu pas mal de résultats, donc des données chiffrées qui sont recensées dans une dizaine d'ouvrages qui sont accessibles en téléchargement libre sur certains sites. Il y a eu également la création d'un dispositif de soutien aux éleveurs pour faire pâturer d'une conduite pastorale spécifique sur ces ouvrages pour entretenir. Et c'est ce qu'on appelle les mesures agri-environnementales et climatiques qui ont vraiment fonctionné. C'est-à-dire, il y a eu 5 générations de ce dispositif financier auprès des éleveurs. Donc au départ, dans les années 90, c'était OLAE, puis ensuite, les noms ont évolué. Et par exemple, dans les à l'échelle de PACA, Bouches-du-Rhône et Var sont vraiment des départements qui vont mobiliser les troupeaux sur les coupures de combustible et qui vont bénéficier de ces dispositifs. En 2015-2020, on a jusqu'à 15 000 hectares qui sont engagés par les éleveurs, où les éleveurs s'engagent à racler l'herbe et avoir un effet sur les milieux avant la période à risque qui est autour de fin juin. Et également, de plus en plus, dans les documents d'aménagement des FCI, dans les documents d'aménagement des communautés de communes locales qui ont la compétence d'aménagement, il y a de plus en plus l'intégration écrite du sylvopastoralisme dans ces documents. Après, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu... le réseau s'est lentement arrêté, peut-être n'y trouvant plus un intérêt de se retrouver et de discuter ensemble. Et chacun a un peu travaillé de son côté. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les feux, et l'ampleur des feux qu'on a aujourd'hui, comme celui de Gonfaron dans le Var, qui s'est déroulé en 2021, il y a une réflexion de recroiser ensemble les différents points de vue. Et ça se voit également avec plein de projets sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, intégrant également la Catalogne et l'Italie, où l'idée c'est de pouvoir comprendre ensemble comment mieux aménager, comment mieux entretenir les territoires méditerranéens avec d'autres outils comme le pastoralisme, l'agriculture. Et Et les institutions aussi s'emparent de ce sujet avec différentes missions flash. Et donc, nous, le CERPAM, on a
en 2019, on s'est dit que ça fait 40 ans que le réseau a commencé à exister et où aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y avait une démobilisation de la part des politiques pour... 5 minutes, waouh, je vais aller plus vite. Il y avait une démobilisation des politiques et nous, l'enjeu, c'était de pouvoir remobiliser ça. Donc, suite à un webinaire qu'on a fait en 2021, l'idée c'était de proposer une enquête, de voir auprès des gestionnaires DFCI et également de toutes les personnes qui travaillent sur la DFCI, de savoir quelles sont les attentes, est-ce qu'il y a une dynamique à se retrouver autour de la table de façon pluridisciplinaire et de pouvoir avancer pour mieux aménager nos territoires. Donc ça s'est concrétisé dans le cadre d'un stage qui s'est déroulé cet été où en fait notre stagiaire est allé rencontrer 38 personnes, 38 entretiens qui se sont déroulés surtout sur la partie PACA mais aussi également autour de Montpellier dans l'Hérault, avec l'objectif c'était d'avoir une pluridisciplinarité dans les enquêtes, avec des services de l'État, des forestiers, des gestionnaires des FCI, quelques pompiers, des bureaux d'études qui rénovent les documents d'aménagement, etc. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une envie commune et forte de se retrouver autour de la table et de rediscuter ensemble, de travailler ensemble. Alors, c'est là où aujourd'hui l'idée c'est que ce soit plus que sur l'objet de la coupure, mais vraiment d'un territoire des FCI. Comment intégrer l'agriculture dans l'aménagement du territoire face aux incendies? Comment mieux intégrer le pastoralisme? Donc ça, c'est vraiment ressorti des enquêtes avec une idée de dézoomer et de se dire on va regarder le territoire comme outil de travail pour lutter contre les incendies. Et par la suite de ce changement de conception, il y a un besoin d'évolution ça fonctionne pas. Il y a un besoin d'évolution également sur les champs financiers, sur les champs réglementaires, parce qu'aujourd'hui, les financements DFCI ne sont que alloués à la forêt. Donc, comment intégrer l'agriculture quand on est hors du champ forêt ? J'ai fait la suite, désolée. Et également, comment mieux intégrer la société civile sur la compréhension du risque à l'échelle du territoire. Donc effectivement, tout ça est ressorti et en fait, ce réseau, au final, le non-coupure de combustible est plus vraiment approprié. Ce serait plutôt se dire comment contrôler le combustible à l'échelle d'un territoire. Donc je vous parle de réseau, mais il n'est pas encore créé. Là, c'est uniquement des envies en fait de le structurer. Sauf que se pose la question des objectifs qui ont été assez unanimes. Hein. Donc l'objectif, c'est déjà d'une part de faire évoluer techniquement les dispositifs avec ce nouveau contexte de feu d'ampleur exceptionnelle, d'améliorer la communication entre des structures et des organismes, mais également entre les départements, vu que le feu ne s'arrête pas à une limite cadastrale ou départementale, et également que ce réseau soit un lieu de partage et d'expérience, déjà pour diffuser les connaissances auprès des nouveaux gestionnaires, mais aussi du nouveau personnel, et d'élargir aux nouveaux territoires qui sont concernés par le risque incendie. On l'a vu cet été, notamment Bretagne, Aquitaine, etc. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'est encore calé sur l'échelle géographique. L'objet du réseau, il est unanime, comme je vous disais, c'est un territoire qui soit moins inflammable, et comment est-ce qu'on l'aménage ? Et ensuite, se pose la question, qui ne sont pas encore définies, hein, vraiment, c'est donc comment travailler à cet objet. Donc déjà, quelle technique de conception, d'entretien, mais également de viabilité des ouvrages des FCI. Donc essayer de penser plus global. Un ouvrage, ce sera peut-être une coupure agricole, une interface, une OLD. Et également faire évoluer les documents réglementaires et juridiques. Et un lien avec les autres enjeux. Les autres enjeux, c'est la société, le grand public. C'est aussi intégrer les enjeux environnementaux. Si on dézoome, forcément, il y a d'autres enjeux là-dessus.
Donc voilà, ça c'est pour vous faire un état des lieux, des réflexions et des dynamiques qui sont en cours. Rien n'est encore assez structuré, mais il n'empêche que cette forte dynamique, l'important c'est de pouvoir la transformer en quelque chose d'efficace. La question c'est est-ce que ce sera plutôt un réseau technique ou, comme vous, une réflexion sur un réseau d'influence. En fait, est-ce qu'on a besoin de faire bouger plus nos politiques que nos gestionnaires? C'est ça la question. Et également, quel sera le portage? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PACA, on a la DRAF qui a mis au point une commission régionale de la forêt et du bois et qui s'est positionnée pour faire un comité spécialisé des FCI. Donc, peut-être que ce serait là l'initiative de regrouper en fait les dynamiques et d'avoir une synergie ensemble. Il faut se baser sur les personnes qui ont envie d'avancer. Et voilà, pour l'instant, on en est là de la structuration, mais ça a l'air d'être bien parti. Et si on arrive à prendre à concrétiser cette dynamique dans un réseau, qui soit peut-être en articulation directe aussi avec le réseau brûlage dirigé, vu que l'outil feu est un outil dans l'aménagement du territoire, ça pourrait peut-être donner des suites favorables. Merci Alice, voilà. On peut l'applaudir. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. C'est très bien, on entend super bien. Bien, mademoiselle, j'ai vu beaucoup de dynamique, beaucoup de choses. Par contre, j'ai vu dans une de vos diapos le mot frein et un peu plus bas le mot biodiversité. Oui. Voilà. Alors, le problème que l'on a, c'est le problème biodiversité. S'il n'y a pas de traitement, d'entretien de la forêt, la biodiversité va disparaître dans son intégralité. Où c'est que vous en êtes avec ces associations, justement, qui luttent contre cette dynamique? Alors, je dirais que ça va dépendre forcément des enjeux et des types d'espèces. Moi, effectivement, ce que je connais bien, c'est surtout la tortue d'Hermann dans le Var. Aujourd'hui, pour l'instant, en fait, on n'a pas encore, ce réseau n'a pas encore, on n'a pas encore travaillé sur ces questions. Mais l'objectif, c'est quand même, c'est d'intégrer tout le monde et de faire en sorte que, de revenir sur une valeur commune, de préserver le territoire dans son ensemble. Et donc, je pense que les discussions qui vont sortir en fait de ces échanges, ce sera surtout de savoir comment avancer pour en fait répondre à notre objectif commun qui est de préserver notre territoire dans son ensemble. Après, c'est vrai que pour l'instant, certaines espèces classées font l'objet de plans nationaux d'action et c'est là où en fait ça va venir contraindre en fait la méthode d'entretien et d'aménagement des FCI. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, c'est-à-dire que on n'a pas encore assez, on n'a pas encore travaillé et mis tout sur la table, on ne s'est pas réuni avec toutes les associations, mais je pense qu'il y aura un intérêt à le faire. Et c'est au niveau aussi des politiques, notamment dans le rapport du Sénat, le Sénat indique qu'il faut discuter aussi en fait de comment mieux intégrer la DFCI dans les enjeux environnementaux, mais etc. Enfin vice versa. Donc, j'ai pas encore de réponse, mais je pense qu'un des premiers sujets à traiter, ce serait avec en fait les associations en fait de protection de la nature pour trouver un objectif commun et comment on y travaille ensemble. Oui, merci pour ces précisions. Alors, il y a en effet évidemment ce réseau, s'il se met en place, ou cette dynamique, elle va se heurter a priori à peu près aux mêmes freins que ceux auxquels on est confronté. Moi, je voudrais faire une petite remarque. Tu as insisté, on en a déjà discuté. Aujourd'hui, il y a une initiative qui est issue plutôt de la région. Alors, il y a le SERPAM, la région PACA. Tu as dit qu'il pouvait y avoir peut-être eu des pistes de portage. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos collègues du Sud-Ouest, mais à l'heure qu'il est, compte tenu de la diversité de ce réseau et de son implantation aussi bien Sud-Est que Sud-Ouest, je me dis que si ce réseau restait un réseau méditerranéen et Sud-Est, à mon avis, on raterait quelque chose. Je ne sais pas si les gens du Sud-Ouest veulent réagir, mais vous êtes assez actifs dans ce réseau de l'emploi intégré du feu pour avoir, à mon avis, des choses à apporter sur la partie DFCI, gestion du combustible, de votre côté, non ?
Jean-Yves. Moi, en tant que conseiller technique, donc par rapport aux aménagements, donc en tant que sapeur-pompier, donc effectivement, nous on souhaite qu'il y ait un cloisonnement. Donc je connais depuis longtemps donc le réseau qui existait, qui était animé par Castagnos, il me semble, Monsieur Castagnos, à une époque, bon, qui était à la DTM de l'Aude. Oui, je pense que tout combustible doit être cloisonné à un moment donné, donc de façon à ce qu'on puisse donc faciliter donc les actions de lutte, voire donc les stopper net par coupure de combustible. Mais coupure de combustible, ça veut dire que le sol est ininflammable. C'est-à-dire que ce sont des champs cultivés, ce sont des aménagements particuliers qui font que le feu ne sera pas en capacité, sauf conditions extrêmes. Je prends le cas d'un stade. Bon, si la pelouse est grillée, elle va brûler, mais bon, si elle est verte, elle ne brûlera pas. Voilà. Donc moi, je suis partisan, effectivement, qui est donc des réflexions en amont sur l'aménagement du territoire au sens large par rapport à ce qui nous attend donc dans les années futures. Merci. Alors, peut-être une petite précision, effectivement, que peut-être c'est pas assez ressorti dans ma présentation. L'objectif, c'est que ce ne soit pas que Sud-Est, hein, clairement. Là, effectivement, c'était dans le cadre des enquêtes, mais l'idée, c'est que ce soit déjà au minimum l'arc méditerranéen. Et en fait, vu l'expérience de chacun, c'est que ce soit sur la partie sud. Après, voilà, la question, c'est comment on va arriver à faire que ce réseau soit actif, soit constructif, qui vous apporte des réponses à chacun. Et voilà, tout est en cours, en réflexion. S'il y a des idées, des suggestions, déjà des expériences de quelque chose dans certains de vos départements ou territoires, il ne faut pas hésiter à faire remonter, et je pense que ce sera utile. Merci encore Alice, on peut applaudir. Il y a des questions, pardon, alors, on l'applaudit pas tout de suite. Alors, j'ai 2 questions, on commence. Non, c'est pas une question, c'est juste un retour d'expérience. En fait, dans l'Aude, c'est vrai que, enfin, on réinvente pas l'eau chaude, quoi. Hein. Les coupures de combustible, ça fait un moment qu'on en parlait. Ça fait beaucoup. Enfin, il y a eu beaucoup d'investissements dessus, de fait. Il y a eu pas mal d'agriculteurs, d'éleveurs ou de viticulteurs, par exemple, mis en place sur les coupures, qui petit à petit se sont reculés, et ça a disparu, et il n'y a plus d'entretien en fait. Donc on a énormément, on a un réseau de coupures intéressant, mais qui font plus foi de coupures, parce que derrière on n'a plus d'entretien. Donc au-delà d'en créer déjà d'autres, c'est vrai que ce réseau, il va falloir certainement le remettre, et ça j'en suis tout à fait partisan de ça, mais c'est aussi, surtout, c'est animer et tenir à ce que les éleveurs et les entretiens se pérennisent. Voilà. Alors la pérennité, très rapidement, Alice. En fait, via les MAEC dont je vous parlais, l'objectif c'était d'avoir un soutien financier. Après, il ne sera jamais à la hauteur en général des investissements, surtout côté sud-ouest, quand ce sont les éleveurs et les agriculteurs qui font l'entretien mécanique des coupures. Mais en fait, comme partout, il y a une diminution des budgets. Et là, les services pastoraux qui sont dans cette salle, et même ceux qui ne sont pas là, on travaille effectivement à continuer à montrer l'intérêt aux politiques publiques, le besoin de ces dispositifs financiers qui vont aider les éleveurs à entretenir. Sauf que, bon, voilà. Alors, je vous propose on terminera la discussion au repas. Une dernière réaction peut-être des Landes. Oui, c'était plutôt une réaction un peu, c'est les ruptures de combustible, elles ne sont pas forcément naturelles finalement, parce que maintenant on se retrouve aussi dans notre massif confronté à ce qui est présenté comme des ruptures de combustible, qui sont des fermes, des centrales photovoltaïques. Et je pense que c'est aussi dans l'air du temps, avec la crise énergétique, etc., les implantations de plus en plus. Donc peut-être avoir une réflexion aussi là-dessus dans nos massifs. Mais je sais que c'est un grand débat, puisque on a été confronté à ces problématiques sur les feux en Gironde comme dans les feux des Landes. Voilà. Très bien, merci. Allez, le dernier mot, Jean-Yves, en 5 secondes. Alors, je voudrais rappeler que, effectivement, donc, suite au grand feu en Aquitaine d'après-guerre, il y a eu la création de grands pare-feux
Et moi, quand je suis entré dans la profession dans les années 83, effectivement, ces pare-feux, ils ne joueraient plus leur rôle de pare-feu parce qu'ils n'étaient pas entretenus. Donc, et c'était pire que tout, parce que quand le feu il arrive au pare-feu, il y a un apport d'oxygène qui fait que tu as plus de chances, il prend de l'ampleur et tu as plus de chances qu'il saute. Donc les pare-feux, c'est bien de créer, mais si c'est pas entretenu, ça ne sert à rien. Merci, on voit qu'il y a plein de choses à dire, et tu as compris, Alice, que les gens de ce réseau auront beaucoup de contributions à amener le jour où le réseau va se remettre en place, qu'on espère. Merci beaucoup. Alors, on a, ce matin, vous avez vu qu'on a démarré avec les enjeux pastoraux, le volet pastoral de l'emploi du feu. On vient de parler de l'aspect DFCI. Troisième volet, et pas des moindres, c'est pour ça que je vous presse un peu, parce que je ne voulais pas qu'on rogne sur ce volet, c'est le volet environnemental et enjeux sociétaux. On a groupé un peu tout ça, mais vous allez voir que tout ça est très cohérent. Et on va tout de suite laisser la parole au Parc national des Cévennes, que je remercie d'intervenir ce matin. Oui, merci. Donc, je me présente Franz Hopkins, et donc, je suis chargé de mission flore au Parc des Cévennes depuis un certain temps. Et j'ai eu l'occasion de travailler de façon indirecte avec la cellule agricole, la chambre d'agriculture et le service pastoral avec Emmanuel Geneviève, et la cellule DFCI du Gard, Nicolas Coste et ses collègues, de façon indirecte. Donc là, ce que je vais présenter, c'est ce qui a été présenté en fin là, du programme précédent là, comme un frein. En fait, j'espère au moins montrer que quand on regarde de près la diversité, on a aussi des éléments de pertinence à apporter sur la façon de conduire les feux. Donc je vais me lancer, là ça risque d'être un peu rapide à cause du temps imparti. Je vais mettre mon chronomètre en marche. Non mais ça m'aidera. Voilà. Donc ce que je voulais... Ah oui, pardon, le titre... donc c'est vraiment la prise en compte des enjeux environnementaux, et je vais m'attarder sur une espèce en particulier, la gagée de Bohême, qui est une espèce protégée, et l'habitat qui est lié un peu à cette espèce. Alors, et en deuxième partie, je toucherai un peu aux pistes d'évolution qu'on peut amener en regardant de près justement les moyens de protéger l'espèce et de tenir compte du milieu, de sa dynamique, le milieu dans lequel elle vit. La gagée de Bohême, elle se présente comme une petite fleur assez... on m'entend bien là ? Oui. Une petite fleur jaune qui est très précoce dans l'année et qui justement peut poser le problème régulièrement dans les... Là c'est le cas pour la coupure de Arigas alzon, de fleurir en février-mars. Donc juste aux périodes optimales pour... Enfin, en tout cas habituelles d'intervention. Oui, donc dans le partenariat qu'on a établi, qui est un peu la base de mon intervention aujourd'hui pour aller un peu plus loin, c'est que bon, on fait régulièrement lors des besoins d'intervention de la cellule DFCI sur cette coupure des réunions avec la cellule où on partage les informations sur la localisation de station, on reprécise sur le terrain où se trouve la station et on garde les recommandations d'éviter de brûler et à la fois la zone et en période de floraison. On le verra plus tard pourquoi. Et nous, on assure un suivi de la station. Donc, je vais passer rapidement ça. Le marquage et les suivis que l'on fait chaque année pour voir où ça en est. Alors, pour essayer de comprendre en quoi on va poser les contraintes de respecter la station, il faut comprendre l'écologie de l'espèce. C'est une espèce qui se disperse très difficilement parce qu'elle produit très peu de graines. Et par contre, elle se clone facilement. Et cette capacité de se cloner est d'ailleurs un atout pour faire face aux éventuels débordements de feu sur ces stations, parce qu'elle est capable quand même de se repropager végétativement. En France, pour montrer que c'est une espèce qui reste rare à l'échelle française, et le type de milieu typique où on a des chances de la trouver, donc ces crêtes schisteuses, où la lande et la pelouse prédominent, et où effectivement on est dans une écologie qui convient parfaitement au pastoralisme, qui a plutôt un effet positif traditionnel sur son écologie. Maintenant, dans les cas où c'est un peu... alors on parlait de fermeture tout à l'heure, c'est pas forcément une problématique pour l'espèce, mais plus pour le pastoralisme qui conduit à faire des actions de
de feu. Là, c'est pour parler de son écologie très particulière qui est d'occuper des vires rocheuses où le sol est très peu épais. Et ça, c'est important à avoir en tête pour les recommandations qu'on fait, c'est-à-dire que peu de végétation va s'installer dans ces situations de rocheuses avec des tapis de mousse, même si on va voir parsemer autour des buissons comme des genêts purgatifs et qu'on aurait peut-être la tendance à vouloir brûler, mais ça serait au détriment, surtout en période de floraison, de la survie des individus. Donc le fait que c'est un milieu à forte contrainte, c'est aussi un atout pour peut-être éviter de faire des feux. Ça veut dire que normalement la dynamique d'envahissement, elle est très limitée dans le temps et les arbres vont mettre beaucoup de temps avant de s'installer et ils resteront toujours très très distants les uns des autres. En tout cas, ce que l'on peut constater à l'échelle du parc où il y a 90 stations de gagés et donc une grande partie qui sont soumises à des feux, c'est qu'il y a quand même des effets de fragilisation des populations sur les bordures non protégées et de modification du milieu. Je vais essayer d'illustrer tout ça. Donc, une première photo pour montrer une crête où les zones rocheuses là et les tapis de mousse sont l'habitat de la gagée et le feu qui s'approche un peu trop des crêtes. On pourrait aussi discuter de la pertinence de l'avoir fait si près. Dans tous les cas, on voit que sur ces mêmes sites, les individus, ils sont clairement brûlés en période de floraison. Et là, on a un tapis de mousse avec des petites tiges là, qui représentent les individus végétatifs, qui à la loupe, quand ils ne sont pas brûlés, ont cet aspect de petites herbes en fait. Alors, quand il y a trop de brûlage et que le sol y part, elle a une forme de résistance qui est de créer des petites bulbilles au centre et de pouvoir ainsi se repropager. Mais ça a ses limites, ce mécanisme. Donc là, on voit un effet de brûlage qui avait été suivi par une érosion du sol, mais où la gagée a survécu, mais par contre, elle ne fleurit plus dans ces situations-là pendant assez longtemps. Donc on sait que la disparition du sol, elle est un peu fatale à sa floraison. Et là, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que dans des endroits comme ceux-ci, la préconisation que l'on donne et qui est bien suivie dans le cas de la coupure à Rigas à quelques détails près, c'est de créer une zone tampon qui va un peu au-delà de la crête elle-même. Bon, c'est un principe tout simple. Après, est-ce que ça pose des problèmes techniques? Ça, c'est des questions à discuter avec la cellule, de jusqu'où on peut élargir la zone tampon. Moi, j'en suis à 6 minutes, oui. Donc, les choses qu'il faut éviter dans ces situations de milieux qui sont plutôt à dynamique lente, je vais essayer de les évoquer avec des images. C'est l'érosion du sol, où on voit que là, clairement, une espèce comme le plantain caréné qui forme des coussinets a été déchaussée sur plus de 10 cm. Là, on a littéralement détruit l'habitat. Bon, ces conditions, elles sont souvent obtenues dans le cas de feux qui ne sont pas courants, en fait, mais qui traînent. Et à la suite d'épisodes cévénols, c'est souvent la même année, ça peut être fatal. Ce qui conduit souvent à avoir des landes de cet aspect où c'est deux espèces principales, une herbacée, la grosse-tis ou la houlque, et le genêt purgatif qui vont dominer, là où avant on avait un tapis de mousse, des dalles rocheuses et des lichens, et toute une variété d'autres plantes, ainsi que les buissons, qui périclitent et qui donnent, au pire des cas, des versants entiers. Donc là, on arrive à un stade très critique où effectivement, il n'y a plus que le feu pour revenir, pour un usage pastoral, à une réouverture du milieu. Et après, la discussion peut porter sur le détail que l'on peut apporter à tenir compte des petites zones rocheuses ou des arbres qui eux-mêmes sont des sortes d'assurance à long terme de garder des zones de... Ok, 2 minutes, c'est très court.